Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. En fait, aujourd'hui, c'est le troisième cours gratuit du double zodiaque avec Jean-Paul Michon. Bonjour Jean-Paul, ça va bien? Bonjour, Suzy. Alors aujourd'hui, pour ce troisième cours, on parle des maisons. Oui, ça m'a fait. C'est bon, tu es tout déconcentré. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire à propos de ça avant qu'on commence le partage du diaporama? Alors, les maisons, en astrologie, c'est un sujet pas mal complexe parce que il y a différentes théories, tant au niveau du découpage des maisons, parce que les maisons, ça consiste à découper le ciel en 12 parties à partir du lieu de naissance. Donc, il y a différentes théories, je dirais une trentaine de théories sur la façon de découper le ciel. Et puis après, alors on a un espèce de cafouillage total au niveau de l'analyse du contenu des maisons. Et donc, mon cours d'aujourd'hui, c'est donc le cours de quelqu'un qui pratique l'astrologie depuis plus de 30 ans et qui a eu l'occasion de se pencher sérieusement sur le problème des maisons, sur tous les aspects des maisons. Donc, ce cours, ça va permettre aux gens qui débutent en astrologie de partir sur des bonnes bases et ceux qui connaissent déjà l'astrologie mais qui travaillent avec des systèmes de notification qui ne savent même pas. Il y a des livres d'astrologie qui sont écrits sur les maisons, ils ne parlent même pas du système de maison dans lequel ils sont. Juste pour donner une idée, là, tu vois. OK. Et donc, c'est des gens qui vont pouvoir se poser les bonnes questions pour savoir quel système de maison utiliser. Alors, pourquoi tout ça? Eh ben, c'est parce que ça a une grosse impact sur la compréhension, l'analyse des cas du ciel. C'est la clé, c'est la porte d'entrée de la compréhension des cas du ciel. Alors, si tu n'as pas la bonne clé, la bonne porte, t'es foutu. D'accord. Voilà. Ben moi, j'ai bien hâte de voir ça. J'ai vu un peu ton diaporama, là. C'était hyper intéressant. Alors, si vous n'avez jamais fait faire votre thème par Jean-Paul, écrivez-moi en privé et à la fin, je vais vous partager le lien Skype pour qu'on puisse vous ajouter à notre direct et pour qu'on puisse entendre votre voix. Je ne mettrai pas votre image, mais on puisse entendre votre voix. C'est bon? Alors, est-ce que tu es prêt? On va commencer le partage d'écran. Oui, T'es prêt? vas-y. D'accord. Bon, en tout cas, moi, je vais commencer Oui, et puis on va vivre avec ça. oui, Euh, Puis bon, ce qui est important, c'est ce que je vais dire, c'est pas tellement les images, hein. oui. Donc, cours sur le double zodiaque, troisième cours gratuit. Alors, on recommanderait aux gens qui n'ont pas suivi les premiers cours du 25 septembre et du 16 octobre d'aller sur le portail Zen pour visualiser ces cours en premier afin de mieux comprendre ce qu'on va dire à l'intérieur du troisième cours. Euh, Disons que ça correspond quand même à un ensemble. Alors, le troisième zodiaque, donc c'est comme on parle du premier zodiaque, le zodiaque tropical. Le deuxième zodiaque, c'est le zodiaque sidéral. Et le troisième zodiaque, c'est le zodiaque des maisons. Et donc, les maisons, c'est la division du ciel en 12 parties égales. Oh. Alors, euh, dans ce troisième cours, j'ai voulu commencer par parler de la réincarnation. Ouais. La réincarnation, c'est un sujet un petit peu tabou euh, dans pas mal d'endroits parce que disons que le sujet a été boycotté par globalement toutes les religions. Si je prends l'Église catholique, il y a eu le fameux Concile de Trente là, euh, au début de la chrétienté, qui a décidé d'interdire de parler de la réincarnation. La raison derrière ça, c'est que les gens, comme ils croyaient d'une façon naturelle à la réincarnation, ben, on ne pouvait pas leur botter le cul, grosso modo, et ils ne craignaient pas les menaces de mort. Et donc, les autorités de l'État et les autorités religieuses, qui ne faisaient qu'un à l'époque, comme aujourd'hui dans certains pays musulmans, eh bien, ont décidé d'interdire de parler de la notion de réincarnation.
Et donc, aujourd'hui, on a tellement été conditionné génération après génération sur le fait que la réincarnation n'existe pas, eh bien, on finit par ne plus en parler, de ne plus y croire. Alors, moi, je dis que pour parler de l'astrologie du double zodiaque, il faut réintégrer ce concept de la notion de réincarnation. Et pour aider ceux qui ont du mal avec ce concept-là, il y a pour ceux qui connaissent Netflix, il y a sur Netflix une série télévision, une série TV, en 6 épisodes, qui a été fait donc exactement sur ce sujet. Ça s'appelle Survivre à la mort. Pour ceux qui lisent l'anglais, c'est Surviving Death. Et donc, à l'intérieur de tous ces épisodes, on aborde tous les sujets. Et donc, sur le dernier, entre autres, on parle de témoignages d'enfants qui ont entre 3 et 7, 8 ans, qui décrivent avec une grande exactitude qui ils étaient dans les vies antérieures. Et donc, le suivi de ça a été fait par des universités, des psychiatres américains qui ont fait des documentations extrêmement précises sur le sujet, où on voit des détails, comme je le dis, époustouflants sur le gars qui rencontre sa sœur d'une vie antérieure. C'est complètement dingue. Puis il raconte des détails que même la sœur ne connaissait pas. En tout cas, c'est vraiment intéressant à écouter. Donc, je ne veux pas insister plus là-dessus, mais allez voir la série Survivre à la mort sur Netflix et ça va vous aider à intégrer le concept. Super. Juste mentionner, Jean-Paul, on a Lucie Desfossés qui est là, Jocelyne Nall, Élise Michon, Emmanuel Giametta. Alors, je voulais juste vous dire un petit coucou. Merci Et d'être là ce matin. voilà. Alors, les maisons. Donc, les maisons, elles représentent la dimension terrestre de l'influence des astres. Alors, souvent, en astrologie, on parle des signes du zodiaque, etc. Mais globalement, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça fait dans la vie tous les jours. C'est quoi l'impact que ça a dans nos vies? Eh bien, les maisons, c'est justement le réceptacle de l'influence des astres dans chacun des domaines de notre existence. Et donc, il y a donc il y a plein de choses qui ont été écrites là-dessus. Et moi, quand j'ai écrit mon premier livre, j'ai parlé de la notion de continuum et j'avais commencé à analyser les maisons un petit peu dans ce sens-là. Et j'ai découvert Stephen Forrest, le livre qui est présenté à droite ici, Astrologie, le ciel intérieur, qui justement parlait des maisons avec cette notion de continuum, c'est-à-dire que la maison 1 influence la maison 2, influence la maison 3, etc., etc., etc. Et là, à partir du moment où on tient compte de cette notion de continuum dans l'analyse de la carte du ciel, eh bien, ça devient un ensemble cohérent qui se tient énormément. Voilà. Donc, alors, le système de notification, donc j'ai dit qu'il y avait à peu près une trentaine de systèmes de notification, et la plupart des gens utilisent le système Placidus sans savoir pourquoi d'ailleurs, et il est important de dire que c'est lié au fait qu'un imprimeur au 19e siècle avait imprimé des milliers, des centaines de milliers de livres sur les maisons Placidus, puis les gens achetaient ça, puis tout le monde a continué à utiliser le système Placidus sans trop savoir pourquoi, sans se poser de questions. Et donc, il y a des livres d'astrologie qui sont écrits sans même parler du système de notification dans lequel on est, il y en a pourtant une trentaine. Et donc, moi, ma pratique de l'astrologie avec le double zodiaque m'a amené d'une façon naturelle à utiliser le système de maison égale avec l'ascendant qui était au milieu de la maison 1. Et j'ai découvert donc, par la suite que dans ce livre de Xavier Kiefer, là, qui a été édité en 1947, c'est-à-dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, qui a été édité aux éditions du Cahier astrologique, et il expliquait qu'au début, c'était ce système-là qui existait, le système de maison égale, et que c'est par la suite qu'il y avait des intellectuels qui se sont mis à remettre, des mathématiciens qui se sont mis à remettre en question le découpage pour des histoires de projection sur comment dirais-je, sur dans le ciel. Et puis, dans la réalité, moi, je suis tombé sur le système de maison égale. Alors, si vous avez des doutes, je vous conseille de l'expérimenter. Voilà. Alors maintenant, dans mon livre, dans mon précédent livre, le livre bleu, là, que certains connaissent, qui est affiché derrière moi, j'ai
j'explique un peu comment fonctionne une maison à partir, c'est quoi la notion de cuspide. Et on voit sur la carte de Robert Badinter, qui est juste à côté, qu'il y a des espèces de petits triangles dans les signes tout le tour, et qui sont à peu près à équidistance. En fait, ces triangles-là correspondent aux limites de la maison. Et donc, dans le dessin qui est à gauche de la carte du ciel, on voit là, ce que j'appelle une courbe de Gauss, là, qui fait qu'on démarre là où il y a les triangles, on monte jusqu'à la cuspide et on redescend de l'autre bord. Ça veut dire qu'entre ces triangles, le point le plus important, c'est celui qui est au centre. Et en dehors de ça, ben, l'influence baisse. Et donc, pour chacune des maisons se retrouve donc équidistante à partir de l'ascendant. Dans la carte de Badinter, on est à 25 degrés du poisson. Ben, chaque maison est à 25 degrés du signe dans lequel elle est. Donc, c'est 25 du bélier, 25 du taureau, 25 du gémeaux, etc., tout le tour de la carte du ciel. C'est pour ça qu'on parle de maison égale avec la cuspide au milieu de la maison 1. Voilà pour ce qui est des cuspides. Alors, les mots-clés des maisons. Alors là, c'est le grand sujet, justement, qui est lié donc à cette notion de continuum. J'ai mis ici des mots-clés qu'on va retrouver plus loin dans les explications. Le principe de base des maisons, c'est que l'ascendant, c'est comme la porte d'entrée d'une carte du ciel. Et donc, c'est ce que j'appelle la pulsion de création, c'est-à-dire la pulsion de vie, la pulsion qui fait qu'on agit dans la vie. D'accord? La maison 2, donc, c'est ce que je l'ai appelé la maison Pourrais-tu confiance en soi. suivre avec ta souris, Jean-Paul? Oui, voilà. Merci, Suzy, de me rappeler alors. Donc, la maison 1, l'ascendant, c'est la flèche à gauche ici. La Attends, maison 2, c'est mais confiance en soi ici. je En fait, vois, la confiance en ah, ça soi. marche pas avec la souris. Est-ce que tu le fais Ah, avec ta souris? Oui, comme ça. oui, ben oui, parce Comme que je la ça. mettais sur l'écran que j'avais, mais là, Oui, je la mets là. c'est Ça va exact. comme ça? Oui, là, ça va. Bon. L'ascendant, donc, c'est la flèche à gauche ici. Chacun a un ascendant différent, qui peut être un des 12 signes du zodiaque. Et la maison 2, ici, c'est donc la maison de la confiance en soi. Et en fin de compte, la maison 2 nous donne un espèce de feedback sur les gestes qu'on pose au niveau de la maison 1. C'est-à-dire que dépendant de la coloration de la maison, des aspects, patati patata, eh bien, on va avoir ou non de la confiance en soi dans les gestes qu'on pose. C'est intéressant de voir qu'il y a une interaction entre la maison 1 et la maison 2. Et au niveau de la maison 3, ouvrir les yeux, c'est en fait, c'est lié au fait que quand on pose un geste, ben, à un moment donné, on va poser la question aux autres, qu'est-ce qu'ils pensent de la façon dont on a travaillé, et puis à la limite, on va leur demander des conseils pour améliorer notre façon de faire. Hein, souvent, l'explication que je donne pour être un petit peu plus imagé, je dis que la pulsion de création, c'est comme si on voulait fendre une bûche en deux avec comment dirais-je, une hache. Alors, l'ascendant, c'est je fends la bûche. La maison 2, c'est waouh, j'ai réussi à fendre la bûche. Et donc, j'ai confiance en moi, c'est super, je vais pouvoir en couper une deuxième. Et la troisième maison, donc, c'est alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Donc souvent, quand on est enfant, c'est les frères et sœurs. On ne joue pas avec une hache quand on est enfant, c'est pas grave. C'est des gens qui sont autour de nous, dans notre environnement proche, puis on leur dit alors, qu'est-ce que vous en pensez? Puis il y en a un qui va dire ah ben moi je te conseillerais plutôt ça, ça et ça, etc. Donc c'est l'interaction avec les autres dans un environnement proche. La maison 4, donc c'est ce que j'appelle ici le retrait stratégique. En fait, c'est qu'à un moment donné, c'est comme si on avait besoin d'être seul face à soi-même. Et en fin de compte, la maison 4 correspond donc à ce que j'appelle aussi les racines familiales. Et donc, quand on est enfant, on va se replier chez papa et maman pour, quelque part, au niveau des émotions, essayer de partager avec nos parents ce qu'on a vécu pour avoir un feedback au niveau du ressenti qui est quelque chose d'extrêmement important, surtout dans l'enfance. À l'âge adulte aussi, mais on en parlera pour d'autres raisons. Donc, la maison 5, c'est la révélation de soi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va découvrir qui on est dans ce qu'on fait. Puis, alors, quand on est enfant, c'est pour ça qu'on pratique des jeux, parce que les jeux, c'est la simulation de la vraie vie. Hein. Le train électrique, c'est la simulation d'un vrai train. Et donc, on va, à travers la maison 5,
commencer à construire des scénarios qui vont nous renvoyer une image, combien on est bon, combien on est capable, et de découvrir en fin de compte notre véritable personnalité. C'est pour ça que pour les parents, il est important de donner à l'enfant des opportunités de s'intéresser à toutes sortes de domaines, allant de l'équitation au taekwondo, en passant par les trains électriques, toutes sortes d'activités qui font que on va être confronté à la réalité, à la vraie réalité de la vie. Et donc, c'est pour ça que la révélation du soi est extrêmement importante. Et donc, elle est apparentée au signe du lion et au soleil. Et donc, on verra plus loin que c'est, comment dirais-je, l'identification aux parents du même sexe. Contrairement à la maison 4, qui est le repli sur soi, correspond au complexe d'Oedipe et d'aller dans les bras du parent du sexe opposé. Et donc, au niveau de la maison 6, le savoir-faire, eh bien, c'est justement ce qu'on va développer après avoir découvert qui on est dans la maison 5. C'est-à-dire que c'est véritablement une fois dans la maison 5 qu'on a découvert qu'on aime telle activité ou telle activité. Dans la maison 6, ben, on va se rendre utile, on va développer un savoir-faire et on va se rendre compte combien on peut être utile aux autres. Hein. Et alors, souvent en astrologie traditionnelle, on parle aussi de la maison de la santé. Et ça, c'est une parenthèse intéressante parce que la maison de la santé, ça vient nous expliquer qu'en fin de compte, quand on n'est pas heureux dans son travail, dans le travail qu'on fait, si on n'est pas épanoui dans son travail, ben on finit par en tomber malade. C'est un peu ça la relation entre la maison 6 et la santé. Au niveau de la maison 7, eh bien, on va chercher un partenaire, des partenaires qui vont nous aider dans notre façon de rendre service. C'est-à-dire qu'on va, comment dirais-je, développer des relations humaines qui vont nous permettre de nous épanouir dans ce qu'on aime faire. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé d'apprendre à aimer. Et donc, c'est pour ça qu'on va s'acoquiner avec quelqu'un après dans la vie. Jean-Paul, dans l'astrologie tropicale, la 5, c'est comme le romantisme, la 7, c'est comme les associations. Est-ce que c'est les mêmes choses pour toi? Pas tout à fait, non. Non, c'est ça, hein? Pas Donc, tout à fait. tout ce qui est couple est dans la maison 7 Pour plutôt moi, que la dans relation la couple, c'est la 5. maison 7. Ouais, C'est véritablement là. Puis, je n'ai pas de doute là-dessus ouais. parce que je m'amuse à décrire à partir de la maison 7 le conjoint. Et c'est souvent que les gens vont dire comment tu fais pour être aussi précis, hein. Mhm, Et OK. donc, il y a un partenariat spécifique entre la notion d'associé, de partenaire. Euh, c'est le genre, la maison 7, c'est le genre de personnes qu'on aime côtoyer. Alors, il se passe qu'à un moment donné, ben, on va tomber amoureux d'un. Mm, C'est mm, la vie. Hein. OK. Voilà. Et donc, au niveau de la maison 8, la maison 8 est une des plus importantes en astrologie le zodiaque, parce que en fin de compte, on va découvrir que c'est notre relation avec les autres qui est décryptée là. D'ailleurs, souvent, les gens qui n'arrivent pas à se construire des relations de couple, je leur fais comprendre l'importance de la maison 8 pour comprendre comment gérer la relation avec les autres, ce que j'appelle moi les rapports de force. C'est-à-dire que dans la maison 8, on a véritablement une description de la façon dont on fonctionne avec les autres. C'est-à-dire que si on accepte la soumission, si on accepte la domination, si on accepte l'esclavage, si on accepte toutes sortes de rapports de force plus ou moins positifs, plus ou moins négatifs, ils sont décrits là-dedans. Et en consultation, je décris comment sortir de là et je donne des trucs pour éviter de tomber dans le piège des relations humaines qui nous fait tomber dans des situations relationnelles désagréables. Voilà. Au niveau de la maison 9, alors souvent en consultation,
je dis que la maison 9, c'est le début de la carte du ciel. C'est-à-dire que c'est vraiment la maison qui représente un point tournant dans l'analyse des cartes du ciel, parce que vous avez compris que je l'analyse en partant de l'ascendant et que je fais le tour des 12 maisons. À partir de la maison 9, c'est vraiment la maison, ce que j'appellerais de la rétrospection de c'est quoi qu'on veut dans la vie en termes de valeurs, en termes de qui je suis, en termes de valeurs. C'est-à-dire qu'on voit par exemple le mouvement en Iran actuellement avec les femmes qui refusent d'être voilées, eh bien, on voit c'est la confrontation entre la maison 8 et la maison 9. La maison 8, c'est le pouvoir, l'abus de pouvoir, les rapports de force. Et la maison 9, c'est d'affirmer notre vision des choses. Qu'est-ce que je veux dans la vie? C'est quoi mes véritables valeurs? Et c'est à partir de tout cette espèce de travail intérieur qui est fait au niveau de la maison 9 qu'on va effectivement pouvoir en maison 10, comme je dis, faire face aux autres. C'est-à-dire que quand on va être après en relation avec la société, on va pouvoir affirmer qui on est grâce justement à la maison 9 où on aura développé une certaine conscience de nos valeurs. Et donc, ça peut correspondre au fait d'avoir fait des études supérieures, des réflexions sur des sujets bien spécifiques. On va faire un doctorat sur tel domaine ou tel domaine. Et donc, en maison 10, on vient livrer la marchandise. Et donc, face aux autres, ça veut dire qu'on face aux autres, dans la vraie vie, on va affirmer qui on est en fonction de nos valeurs. Et donc, c'est pour ça que c'est des fois compliqué, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours, comment dirais-je, agréable d'être confronté à un environnement humain dans lequel nos valeurs ne sont pas toujours acceptées ou pas comprises. Et donc, c'est pour ça que la maison 11 existe. Et la maison 11, je l'ai appelée ici la maison des alliances stratégiques. Là encore, en astrologie traditionnelle, on parle des amis, mais ça veut dire quoi les amis? Ça reste un terme vague. Par contre, le terme alliance stratégique nous fait comprendre que toutes les déceptions qu'on a vécues au niveau, je dirais, sociétal, c'est-à-dire soit dans l'environnement de travail, soit avec des collègues, eh bien, au niveau de la maison 11, on va découvrir qu'il y a des gens qui ont vécu les mêmes frustrations que nous, et donc on va les retrouver à l'intérieur de corporations, d'associations, de syndicats, de toutes sortes d'affaires, où les gens se regroupent pour défendre leur vision des choses. Hein. C'est d'ailleurs à l'intérieur de cette maison qu'on retrouve aussi les religions. Les religions, ce sont des endroits de gens qui se réunissent autour de valeurs qui leur appartiennent. D'accord? Et donc, la maison 12, c'est une maison 12 encore qui est loin d'avoir été compris par l'astrologie traditionnelle parce que en astrologie traditionnelle, on parle de prison, d'enfermement, de psychiatrie, de grandes maladies, d'hospitalisation. En fin de compte, la maison 12, c'est pas ça. La maison 12, si vous voulez, c'est le point final de notre carte du ciel dans laquelle on a compris qu'est-ce qu'on était venu faire sur Terre et comment on peut se rendre utile au niveau sociétal. Hein. Donc, d'ailleurs, les gens qui ont le soleil en maison 12, on les retrouve souvent en politique ou dans des activités sociétales, travailler effectivement, dans les hôpitaux, travailler dans les hôpitaux, mais c'est pour améliorer le sort des gens. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait le tour des mots-clés, on va passer à des descriptions avec des cas particuliers. Hein. Là, on mentionne que c'est des gens connus de qui tu as pris le thème, hein? Oui, c'est ça. Oui, parce que je ne pouvais pas prendre, comment dirais-je, des Celle-là, c'est intéressant parce que là, je le vois en dessous, tu marques, c'est ouais, ben, écrit parce que que c'est Guy normalement, Corneau. je devais utiliser pas ce système-là pour présenter mon diaporama, mais on n'a pas Non, réussi avec. Donc, je suis obligé exact. de remonter un peu ma fenêtre pour parler de ça. Donc là, c'est la carte de Guy Corneau, qui est décédé d'ailleurs récemment. C'est un analyste jungien, c'est un psychologue qui a écrit plusieurs best-sellers, dont celui qui est le plus connu, Père manquant, fils manqué. C'est un gars donc, qui avait énormément de compassion pour les gens comme psychologue, qui était vraiment à sa place. Et au niveau de l'ascendant, on voit que dans sa carte, c'est coloré en vert. Et donc, la coloration verte ici, au niveau
Il faut que je fasse ici, hein, parce que Oui, s'il vous on plaît. n'a pas Ouais. d'écran. Voilà. La coloration verte au niveau de l'ascendant, donc poser un geste, c'est quelqu'un qui a une mission de poser des gestes pour être utile à la société dans le sens de faire une œuvre collective. Et donc, on voit combien la compassion qu'il a au niveau de la maison 12 lui a donné l'envie de passer à l'acte et d'agir. Et on découvre justement le fait que les maisons soient encadrées, que l'ascendant soit encadré par la maison 12 et par la maison 2. On voit très bien l'importance, donc le point de départ, c'est la compassion. Et au niveau de la maison 2, colorant en rouge dans la superposition taureau-gémeaux, eh bien, c'est qu'il a énormément de confiance en soi quand il se met à parler de son problème ou à l'écrire. Donc, on voit combien chaque maison dépend des maisons qui sont autour. C'est pour ça que dans ma démonstration, j'ai préparé, comment dirais-je, des maisons dans lesquelles j'ai juste les éléments qui touchent avant et après la maison au niveau des planètes. J'ai éliminé tout ce qui ne touche pas à ces maisons-là dans la carte du ciel. Donc, j'ai enlevé toutes les autres planètes. Voilà. Donc, au niveau de la maison 2, voilà. Alors là, on a la carte de Richard Boringer, écrivain, auteur, chanteur, acteur, réalisateur, etc. C'est un français. Donc, au niveau de la maison 2, on voit encore qu'on est encadré par l'ascendant Gémeaux sidéral, maison 2 Cancer sidéral, maison 3 Lion sidéral. Et donc, la confiance en soi, on le voit ici, qui est dans le signe du Cancer. Le signe du Cancer, d'ailleurs, on voit qu'on a la conjonction Soleil-Lune ici, là, hein, qui gouverne la maison 2. Donc, le Cancer sidéral, c'est le signe des émotions. C'est-à-dire que tous les gestes que pose Richard Bourringer sont en relation directe avec ses émotions. C'est-à-dire que si ça ne fit pas avec ses émotions, eh bien, il ne sera pas bien dans sa peau. Donc, il va toujours faire en sorte d'agir en fonction de ses émotions et d'être en contact étroit avec son public. D'accord? Et c'est pour ça qu'au niveau de la maison 3 en vert, eh bien, c'est la personne qui se présente en public avec une certaine richesse dans ses arguments, dans tout ce qu'il a à dire, à présenter, etc. Donc, c'est intéressant de présenter chaque maison avec les maisons qui l'encadrent. Ça montre comment cette notion de continuité est importante dans les maisons, dans le système de donification. Maison 3. Alors, la maison 3 est ici, c'est la maison de Jean-Claude Bourré. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, mais c'était un spécialiste des ovnis en France. Pourtant, ça a été pendant très longtemps comment dirais-je, un présentateur de télévision, du journal télévisé, un peu notre Bernard de Rome au Québec. Là. Et donc, lui est un spécialiste des ovnis. Et donc, ce qui est intéressant au niveau de la maison 3, ici, c'est qu'on voit que c'est un aspect de blocage, entre le Sagittaire et le Capricorne. Et on a compris dans les cours précédents que le blocage entre le Sagittaire et le Capricorne, c'est quelqu'un qui était, je dirais, quelque part un petit peu dans les nuages, à trouver des réponses à des problèmes complexes et qui essaye, dans son cas, de livrer la marchandise au niveau du Capricorne. Et là, comme c'est un aspect de blocage, ben, on se rend compte qu'il a énormément de mal à parler de ça, puis que souvent, il ne peut pas s'exprimer. Alors, même si c'était un présentateur de télévision, ce sujet qui l'intéressait, il n'arrivait pas à en parler. Donc, c'est pour ça qu'il a écrit plusieurs livres sur le sujet. Et donc, on voit ce qui est intéressant ici dans ce cas particulier, c'est pour ça que je l'ai retenu, c'est que la maison précédente, la confiance en soi, est en scorpion sidéral sagittaire colorant vert, c'est-à-dire que le gars, les expériences qu'il a eues dans ses observations au niveau des ovnis, par exemple, eh bien, la confiance en elle était totale. C'est-à-dire que le vert, c'est un aspect de mission, c'est un aspect où on est capable de confronter
et les plus grandes fortes têtes sur le sujet, les plus grands experts, et on devient un expert soi-même. Cet aspect de mission au niveau de la confiance en soi fait qu'il était complètement blindé pour confronter tout le monde sur ce sujet-là. Et au niveau de la maison 4, on voit effectivement la superposition Capricorne-Verseau, c'est quelqu'un qui est solide sur ses pattes. Voilà. Alors, maison 4. Alors là, on a affaire à la maison 4. Je vais agrandir un petit peu. Jean Poprenne. C'est juste, c'est parce que ça diminue beaucoup, beaucoup ton image du centre, hein? Bon, On voit moins. on va Si c'est en enlever possible, un là, petit peu. Ouais. Ça va comme ça? Oui, c'est mieux. Voilà. Alors, la maison 4, donc, c'est nos racines familiales. C'est-à-dire qu'en général, ça correspond à l'ambiance qu'on avait dans l'enfance, à la maison, etc. Puis là, on pourrait dire que Poprenne était dans une famille très ouverte, un petit peu avant-gardiste au niveau des valeurs, etc., etc., etc. Mais on découvre en même temps, et c'est là que l'expérience astrologique en consultation est nécessaire, c'est que on retrouve à travers ces maisons 4 des valeurs qui sont transmises à travers les générations et qui font que il y a une espèce de culture qui est extrêmement profonde au niveau des valeurs et qui prend une place extrêmement importante dans la vie de la personne. Et donc là, ce que je signalais, donc justement, c'est que la superposition verte au niveau du Verseau-Poisson, c'est une superposition qui nous met un petit peu à l'avant-garde de l'humanité pour préparer le terrain des générations futures. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'il y avait dans la famille de Poprenne une espèce de tradition familiale qui correspond à la Révolution française et qui correspond au fameux mot-clé de liberté, égalité, fraternité. C'est une très grande solidarité humaine entre les êtres humains. Et donc, on voit au niveau de la maison 3 que Poprenne, superposition colorant en rouge, donc c'est quelqu'un qui est extrêmement solide au niveau des communications quand il s'exprime aux gens, et Saturne Verseau, Capricorne Verseau, c'est quelqu'un qui est solide et qui amène des arguments qui sont extrêmement bien étayés. Et au niveau de la maison 5, donc le développement de qui je suis, c'est le Verseau, le poisson bélier qui correspond à vouloir s'engager dans un rôle humanitaire. Alors, on voit encore là, ce jeu des trois maisons qui est très intéressant. Alors, au niveau de la maison 5, Francis Cabrel, l'amour comme il en pleuvait. Alors, la maison 5, justement, elle est ici en balance scorpion. Et donc, cette superposition balance-scorpion, c'est une superposition dans laquelle la personne a énormément de mal à, comment dirais-je, à se protéger. Et donc, il est toujours dans la situation de vouloir plaire à tout le monde et de chercher le beau dans la vie, de chercher, de plutôt voir le beau que de se méfier des gens. Et donc, ce qui est intéressant, justement, c'est de voir au niveau de la maison 4, au niveau de la maison 6. Au niveau de la maison 4, la superposition vierge, balance colorant jaune, fait qu'on a affaire à quelqu'un, souvent, donc la Vierge en maison 4, c'est des parents, un milieu familial qui sont des milieux de gens qui sont des travailleurs, des gens qui travaillent fort, qui ne prennent pas le temps de vivre, grosso modo. Et donc, Francis Cabrel, au niveau de sa maison 5, lui, il a développé une personnalité autour de la contemplation de l'amour au niveau de la maison. Et donc, d'aimer les gens le plus fortement possible. Et c'est pour ça qu'une de ces titres de ces chansons, c'est L'amour comme il en pleuvait. J'ai trouvé que c'était très représentatif de cette maison 5. Et donc, au niveau de la maison 6, on a la superposition Scorpion, Sagittaire, colorant jaune.
Et donc, cette superposition en maison 6, c'est comme une espèce de comment dirais-je, d'armature, euh, comment dirais-je, pour se protéger. C'est-à-dire que lui, il est fragile dans la vie, mais il décidait de naviguer dans un environnement où tout le monde a son gilet pare-balles pour être protégé quelque part. Donc, il y a quelque chose d'intéressant dans ces trois maisons-là encore. La conjonction Mercure-Vénus est toujours aussi intéressante. Ici, mais dans la coloration bleue, elle est un petit peu atténuée, mais j'en parlerai à un autre moment. Voilà. Maison 6, colorée en. Voilà. Merci Lachar. Jean-Paul, ouais, tu me le rapetisses beaucoup, là. Les gens à l'écran, ils vont avoir de la misère à le voir. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Si tu me rapetisses beaucoup mon image, là, oui, c'est ça. Il faudrait vraiment essayer de l'agrandir parce que plus ça va, plus c'est petit. Ok, ça va là? Bah, OK. Hein? Laissez comme ça. Ok. Donc, on va essayer de rectifier ça encore. Alors, au niveau de la maison 6, on est vraiment dans la maison où on va développer ce que j'appelle un savoir-faire dans la vie pour se rendre utile. Et donc, là, on découvre l'importance justement des maisons qui encadrent cette maison 6. Entre autres, ici, au niveau de la maison 5, la coloration rouge bélier-taureau, c'est je suis quelqu'un qui bouge, qui pose des gestes, qui fonce dans la vie. C'est un fonceur. Hein. Et il découvre au niveau de la maison 6 que la meilleure façon d'avoir un impact sur les gens, ce sont les écrits. Et donc, la coloration mauve entre le taureau gémeaux ou la vierge et la balance, c'est le pédagogue par excellence. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va développer des arguments, qui va développer, comment dirais-je, un discours, qui va essayer, il va découvrir, en fin de compte, la meilleure façon d'agir au niveau de la maison 5, c'est par l'écriture. D'accord? Et on voit au niveau de la maison 7 que les personnes qui va chercher à fréquenter pour pouvoir s'épanouir dans le que faire, dans son savoir-faire, c'est justement des intellectuels. Et donc, on voit bien, en partant de la maison 5, on veut aller de l'avant, on veut quelqu'un qui se bat dans la vie, et il découvre qu'on ne se bat qu'avec l'écriture, et donc il va rencontrer des partenaires au niveau des intellectuels. Voilà. À noter la belle conjonction Lune-Mercure qui est celle justement des écrivains. Alors, maison 7. Alors, la maison 7 parle des partenaires. Alors là, on a un petit peu un cas particulier, c'est que les gens qui sont ascendants vierge, donc la maison 7 en poisson, la maison 7, le signe du poisson, c'est le signe qui est avant tout spirituel. Et donc, ce sont des gens qui ont la maison 7 en vierge, ont besoin énormément de s'isoler, euh, donc de se cloîtrer à la limite pour être connecté au niveau spirituel. Et donc, le meilleur partenaire qui puisse correspondre à une personne qui est ascendant vierge, c'est donc quelqu'un qui est connecté au niveau spirituel et qui, alors, le signe du poisson, c'est la musique. Donc, la musique permet l'osmose. Hein, et donc, on va chercher une ambiance musicale, feutrée, etc. Et donc, en fait, l'ascendant vierge, c'est intéressant de parler un petit peu de cet axe ascendant vierge, maison 7, là. C'est que l'ascendant vierge ici, puis la maison 7 là, c'est que l'ascendant vierge, c'est d'abord quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est vraiment une bête de travail. Et donc, il doit évoluer vers le signe de la balance. Mais au niveau de la maison 7, c'est quelqu'un qui a un besoin d'un lâcher-prise complet de tous ses soucis, je dirais, au niveau du travail pour décrocher. Et la meilleure façon de décrocher, dans la plupart des ascendants vierges, ben, c'est la musique.
Mais ça peut aller aussi au niveau de la spiritualité, hein, etc., de pencher sur les autres. Donc on a ici la carte du ciel d'Alexandra David-Néel. Alors ceux qui la connaissent, ils savent qu'elle a été chanteuse d'opéra, féministe, anarchiste, franc-maçonne, bouddhiste. Donc tous les mots-clés, si vous voulez, de spiritualité et musique sont là. Et donc on voit l'intérêt en même temps de l'encadrement de la maison 7 par la maison 6 et la maison 8. Cet encadrement ici au niveau, comment dirais-je, Verseau-Poisson, c'est le signe du Verseau-Poisson, c'est le signe, grosso modo, ce que j'appellerais des sectes, des religions, des corporations qui font que quand c'est jaune, justement, on veut sortir du Verseau étriqué, cloîtré, sectaire, pour aller vers le poisson qui est une sorte d'amour universel. Et donc, l'intérêt justement de trouver un partenaire qui soit connecté, vraiment connecté au niveau spirituel, et pour qui l'amour inconditionnel, fusionnel avec les autres soit total. Et donc, c'est d'ailleurs dans cette superposition poisson-bélier qu'on retrouve aussi les guérisseurs, les gens qui sont dans le domaine de la médecine, parce que la meilleure façon de guérir les gens, c'est d'abord un amour inconditionnel. Voilà. Et donc, au niveau de la maison 8, eh bien, on découvre là encore ce dont je parlais tout à l'heure, là, dans les mots-clés, c'est les rapports de force. Les rapports de force, et donc là, on découvre que la maison 8, c'est des rapports, je dirais, un petit peu guerriers d'indépendance, de liberté, etc. Voilà. Alors, je suis redescendu. On va aller dans la maison 8 maintenant. Les rapports de force. Alors, la maison 8 étant en cancer, en lion vierge, pardon, colorant bleu. Et donc, on voit que les rapports de force ici ne sont pas faciles. Souvent, les gens qui ont la maison 8 colorant en bleu ont énormément de mal à défendre leurs propres intérêts. Et on voit justement, là c'est la carte de Gustav Jung, hein, que au niveau de la maison 8, de la maison 7 colorant vert, c'est quelqu'un qui est très sensible au niveau émotionnel, son sens de l'écoute et tout ça. Et au niveau de la maison 8, il essaye, la maison 8 en lion vierge, c'est à chercher à partager justement nos valeurs, ce qu'on pense, notre discours, etc. Et on voit que Jung, là-dedans, il avait comme des difficultés à imposer sa vision des choses et que c'est au niveau de la maison 9, ici, qu'on découvre que c'est son expertise, en fait, qui va finir par mettre par écrit, on voit au niveau de la maison 5 ici, et c'est l'écrivain qui va finir par être connu et on ne connaîtra pas les rapports de force difficiles, les relations difficiles qu'il pouvait avoir avec les autres psychologues, psychanalystes, comme les difficultés qu'il a pu avoir avec Freud. Voilà au niveau de la maison 8. Au niveau de la maison, pardon, 9, voilà. Alors, la maison 9, là, la maison 9 est encadrée par une maison sans aspect, ici au niveau de la maison 10, et une maison 8 colorée en jaune. Alors, la maison 9, colorée en rouge, scorpion sagittaire, grosso modo, c'est partir en guerre pour mes valeurs. Hein. Et donc, c'est quelqu'un qui, justement, au niveau de la maison 8, est très sensible. D'ailleurs, on a affaire à un ascendant poisson. Et donc, au niveau de la maison 8, c'est quelqu'un qui est très sensible au rapport de force entre les abuseurs et les abusés. Hein, parce que le signe de la balance sidérale scorpion colorant en jaune, c'est prendre la défense des personnes qui sont fragiles quelque part. Et donc, là, on a affaire à la carte de Jagmeet Singh, qui est un élu canadien, qui a un souci énorme de prendre la défense des gens. Et donc, au niveau des valeurs, au niveau de la maison 9, c'est quelqu'un, au niveau la maison 9 en scorpion, c'est quelqu'un
qui va s'attaquer aux valeurs de l'injustice sociale. Et donc, le rouge, en même temps, c'est extrêmement actif. Souvent, que je dis que c'est un aspect pompier. Et donc, c'est quelqu'un qui va se battre d'une façon importante pour développer justement des concepts sociétaux, de valeurs qui respectent tout le monde. Et au niveau de la maison 10, eh bien, on voit, quand on a la maison 10 qui est sans couleur, eh bien, on a affaire à quelqu'un qui reste justement sur la partie sidérale. Et donc, c'est quelqu'un qui, comment dirais-je, restera toujours sur le côté théorique de ses valeurs et qui aura du mal à les imposer au niveau du monde de tous les jours. Voilà. Hein? Alors, la maison 10, c'est l'image publique de soi. Alors là, on a la carte d'un monsieur qui s'appelle Robert Moget, que j'ai connu, décédé maintenant. La maison 9 colorée en vert, la maison 10 en mauve et la maison 11 en rouge. Donc, en fait, on a affaire à un monsieur qui était une sorte de guérisseur et qui avait développé une compétence en radiesthésie au niveau de la maison 9. Il avait vraiment comme une espèce de mission, lui, de développer ça. Il a écrit d'ailleurs plusieurs livres là-dessus. Et puis, donc, au niveau de la maison 10, c'est une espèce de bataille qu'il menait comme intellectuel pour faire valoir ses affaires. Et on voit que la maison 10, là, correspond justement à en Gémeaux, c'est une volonté, donc une coloration mauve, une volonté de trouver les moyens de faire valoir les idées qu'il avait justement en termes de guérir par la radiesthésie. Et donc, ce gars-là, il a passé sa vie à écrire et à essayer de convaincre de qui il était. Mais vous voyez, c'est un gars qui a fini par être obligatoirement très connu, mais j'ai trouvé cet exemple très intéressant parce que je le connaissais personnellement avant qu'il décède. Et donc, la maison 11 en cancer, on voit qu'il allait chercher donc ce que j'appelle des alliances stratégiques, c'est-à-dire des gens qui comprenaient l'importance de son travail et qui avaient ce que j'appelle développer la voix du cœur. Donc, on voit très bien, là encore, l'intérêt qu'il peut y avoir entre le passage de la maison 9 à la maison 10 à la maison 11. Cette notion de continuum est très, très explicite ici. Voilà, alors, maison 11. Tiens, c'est ma carte du ciel. Ah ouais, j'ai autorisé qu'elle soit présentée. Alors là, c'est intéressant parce que la maison 11, c'est la coloration verte, Capricorne Verseau. La maison 10 est sans aspect et la maison 12 est colorée en mauve. Et donc, on voit qu'au niveau de la maison 11 ici, il y a une espèce d'aspect de mission entre le Capricorne et le Verseau. C'est-à-dire que c'est, soyons unis, c'est-à-dire que c'est donc cette maison des alliances stratégiques dont je parlais tout à l'heure, qui consiste à chercher, à partager, à devenir un espèce de leader pour partager des valeurs et accompagner les gens dans une espèce d'amélioration de de leur, de leur, de leurs compétences au niveau de l'astrologie, entre autres. Et donc, il y a toujours dans le soyons, dans cette maison 11-là, on voit le rôle de leader, de chercher à rassembler les gens autour de certaines compétences. Et on voit au niveau de la maison 12 ici, c'est là, au niveau de la maison 10, on voit, comment dirais-je, le fait d'avoir le Sagittaire sans le tropical, sans couleur. Et on voit que quelque part, je suis mené par une idéologie, quelque part. C'est-à-dire que, en fait, quand je suis confronté aux gens, je ramène toujours tout aux valeurs, c'est-à-dire aux valeurs et aux idéaux qui me motivent dans la vie. Hein. Et au niveau de la 11, je passe
d'une maison sans aspect à une maison colorée en vert, c'est-à-dire que j'essaye à travers ce que j'appelle des alliances stratégiques d'attirer à moi des gens qui soient capables de me suivre au niveau de ce que j'ai développé. Et au niveau de la maison 12, donc ici, on voit cette maison 12 colorée en mauve. Et c'est passionnant pour moi parce que, bon, je la connais bien, la carte quand même, mais j'ai un aspect de recherche entre Pluton et Uranus qui est un aspect exact. Et donc, le Verseau poisson, c'est justement la superposition de ce que j'appellerais les religions, justement, tout à l'heure. La superposition Verseau poisson, c'est et cet aspect de recherche, c'est de trouver les moyens de faire en sorte que les gens s'acceptent beaucoup plus pour intégrer le poisson, c'est-à-dire l'amour universel. Et c'est là que mes recherches en astrologie, comment dirais-je, ont toute leur efficacité. C'est grâce à ces recherches en astrologie que je développe un outil qui permettra aux gens d'avoir beaucoup de recul sur la spiritualité. Et donc, maison 12, voilà, Hillary Clinton. Alors, la maison 12 d'Hillary Clinton, alors, on voit qu'elle est encadrée par deux maisons qui sont sans couleur. Et donc, la Vierge, la Vierge Balance colorée en jaune, donc c'est la conjonction Mercure-Vénus qu'on voit à l'ascendant. Et donc, là encore, on a un soleil en maison 12, donc quelqu'un qui décide de partir à l'aventure sociopolitique pour résoudre les problématiques des gens. Et on voit le signe de la Vierge ici, qui suit le signe du lion, que la maison 11 est, comment dirais-je, est sans couleur, et la maison, l'ascendant non plus. Et donc, on voit, au niveau de la maison 11, on voit quelqu'un qui cherche avec une certaine, un certain charisme, si on peut aller par là. Le lion, c'est quelqu'un qui aime bien se montrer. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui cherche à transmettre un argument, un fort argument pour sortir les gens de leur misère. Et on voit ici, au niveau de la maison 12, cette superposition vierge-balance, c'est de se battre avec des arguments pour aider les gens à trouver des réponses à leurs conditions sociales. Voilà. Intéressant. La maison 12, hein, un petit aparté supplémentaire, là, c'est que la maison 12 donc, est souvent le résultat de la maison 11. C'est-à-dire qu'en maison 11, on a des amis qui viennent nous rejoindre parce qu'on a des valeurs, parce qu'on a des idées, parce qu'on a des projets. Et au niveau de la maison 12, les amis nous demandent de les mettre en œuvre. Donc, la maison 12, c'est la mise en œuvre des valeurs qui nous sont transmises par la maison 11. C'est très intéressant à observer cette liaison, justement, entre la maison 12 et la maison 11. Et la maison, l'ascendant, donc, l'ascendant, c'est de passer à l'acte avec nos défis spirituels. La continuité au niveau des cartes est extraordinaire à observer. Alors, je voudrais parler maintenant d'un sujet complémentaire, c'est ce que j'appelle les gouverneurs karmiques. Alors, les gens disent, ah, c'est quoi ça, les gouverneurs karmiques? Eh bien, les gouverneurs karmiques, c'est une des choses les plus importantes à observer dans l'astrologie du double zodiaque. Parce que souvent, le terme de karma, de karmique, c'est un terme qui fait peur parce que les gens ont toujours l'impression que qu'est-ce qui va m'arriver quand je parle d'astrologie karmique. En fin de compte, le karma n'a rien à voir avec quelque chose de négatif. Le karma, ça a à voir avec les vies antérieures. Et donc, c'est là que le gouverneur karmique prend toute son importance, c'est qu'on attribue au gouverneur karmique des valeurs qui sont en relation avec la maison qu'il gouverne. Et donc, Mars est le gouverneur karmique de la maison 1, Vénus, c'est le gouverneur karmique de la maison 2,
Mercure, etc., la maison 3, jusqu'à Neptune, gouverneur de la maison 12. Et donc, on va voir dans la prochaine, dans la prochaine carte, voilà, combien le gouverneur karmique, c'est quelque chose d'essentiel à observer quand on fait une consultation. Dans la carte ici, qui est donc justement la carte d'une personne que j'ai eue en consultation, où j'ai modifié quelques paramètres pour pas qu'elle se reconnaisse, on voit que la maison 9 est colorée est en verso poisson, et on voit on sait maintenant que le gouverneur karmique de la maison 9, c'est Jupiter. Et là, on découvre que Jupiter et Uranus sont conjoints et ils font une opposition pratiquement exacte avec Mars, le maître de l'ascendant, qui est un espèce de booster avec l'opposition en plus. C'est comme si la personne, sur le plan karmique, elle avait déjà lutté fortement dans des vies antérieures pour faire valoir ses idées. Et dans cette vie-là, eh bien, elle venait remettre un petit peu le pied à l'étrier pour continuer, pour reprendre le combat au niveau de ses valeurs. Et on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le carré à Neptune et le carré à Mars. C'est-à-dire que le carré Mars-Neptune, c'est beaucoup d'énergie, c'est proche de la violence. Et le carré Neptune-Uranus-Jupiter, c'est justement euh, se battre pour faire changer les choses quelque part. Alors, on a ici un super bel exemple, de la conjonction Uranus-Jupiter comme gouverneur karmique de la maison 9 et le Neptune qui est donc le gouverneur tropical de la maison 9 qui est au carré. Et donc, il y a une espèce de folie, d'obsession quelque part à vouloir s'incarner pour faire valoir ses valeurs au niveau sociétal. Voilà, donc un exemple de gouverneur karmique. Alors ça, là, c'est un aspect qui a du mal à être intégré pour les gens qui ne croient pas à la réincarnation. Mm. Mais dès qu'on accepte l'hypothèse de la réincarnation, on n'a pas besoin d'en savoir beaucoup plus, mais on a simplement à observer dans les cadres du ciel les planètes qui nous donnent la preuve de la continuité d'une vie à l'autre. D'accord? Et J'aime ça. donc, en consultation, ben, cette personne, effectivement, elle était dans une espèce d'obsession à vouloir, à vouloir transmettre ses valeurs. Puis aussi, tout ce qui est en bleu, c'est souvent, c'est un karmique, hein? Ça vient de vie Ben, antérieure. tout est karmique dans une carte du ciel. C'est une bonne Ouais. question que tu poses, Suzy, parce que souvent, les gens ils pensent que les aspects de blocage, c'est négatif, etc. En Mm. fait, il n'y a rien de négatif dans le ciel. Il faut savoir que le bon Dieu qui nous envoie sur Terre, c'est un bon Dieu d'amour. Donc, ce n'est pas une punition de naître avec un aspect bleu, c'est simplement que on a des choses à faire en relation avec ça. Entre autres, la personne ici, au niveau de la Vierge, au niveau de la maison 4, la maison 4 colorée en bleu, c'est quelqu'un qui rejette un peu ses valeurs familiales. Mm. Donc, qui rejette l'idée du métro boulot dodo, grosso modo, parce que là, on a affaire à quelqu'un qui travaille de trop puis qui ne prend pas le temps de vivre. Donc, c'est le rejet du métro boulot dodo. Et au niveau de la maison 12, on a affaire à quelqu'un, la maison 12, en taureau, c'est quelqu'un qui a des valeurs qui veut, quand il se met à parler, là, il n'y a pas moyen de l'arrêter, tellement il est convaincu de détenir la vérité. Mhm. Donc, faut regarder le côté positif de la superposition bleue. Super. Voilà. Ça marche. Oui. Alors, un petit mot, parce que là, on a déjà dépassé, un petit mot pour parler du prochain cours, le quatrième cours, qui sera basé sur les aspects. C'est pour ça que j'ai dit les bons aspects du double zodiaque. C'est un jeu de mots pour dire qu'on a beaucoup de choses à découvrir, à s'intéresser aux aspects dans les cartes du ciel. Et donc, ça va être le sujet du prochain cours. Alors, un petit mot encore pour parler de l'absence de couleur. Dans l'astrologie traditionnelle, l'absence de couleur, comme on ne parle pas de tous les aspects, euh, c'est à côté de la plaque. Mais on verra dans le prochain cours combien l'absence de couleur, l'absence d'aspect, c'est quelque chose de très significatif.
Voilà, donc on peut parler d'une carte du ciel, mais on a Oui, oui, affaire oui. à quelqu'un qui est ascendant en Sagittaire, coloré en bleu. Alors, d'abord ça, il faut savoir qu'un ascendant coloré en bleu, on a affaire à quelqu'un souvent qui est dans ce que j'appelle l'expectative, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est comme un observateur sur Terre. Donc c'est quelqu'un qui va plus passer son temps à observer qu'à agir. D'accord? Et donc, euh, alors, lune noire en Gémeaux, Priap en Sagittaire. Donc, c'est quelqu'un qui a des grandes idées, des grandes valeurs, mais on voit avec le Soleil en double Sagittaire et la conjonction Mercure-Vénus en Sagittaire colorant en bleu, Mars colorant en bleu, on voit que c'est une personne qui a énormément de difficultés à s'imposer, à se faire valoir. À- elle souffre beaucoup de comment dirais-je, de non-acceptabilité. Elle est un petit peu encore en arrière-plan comme observateur. Et donc, la maison 12, colorant bleu en scorpion sagittaire, c'est une personne qui est assez intransigeante justement sur le non-respect des gens en général. Et on voit au niveau de la maison 11 cette superposition verte, balance capricorne, balance scorpion, pardon, colorant vert. Donc c'est parfaitement la carte du ciel d'une personne qui veut se battre contre toutes les personnes qui sont abusées. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau de la maison 12, elle est dans l'intransigeance, elle est incapable de pardonner aux abuseurs, quelque part. Et donc, au niveau de la maison 2, on voit la maison 2, maison 1, la confiance en soi, c'est une personne qui est sûre d'elle, ses valeurs sont solides, elle le sait. Au niveau de la maison 3, colorant en jaune, là encore, c'est une personne qui est remplie d'humanité, d'amour. Au niveau de la maison 4, coloré en jaune, on a affaire à quelqu'un qui a un environnement familial, comment dirais-je, avec beaucoup de compassion. Mais au niveau de la maison 5, coloré en rouge, c'est quelqu'un qui va reprocher à sa famille d'être plus dans la contemplation que dans l'action. Hein. Et on voit donc la maison 5 colorant en rouge, c'est une personne qui veut agir, qui veut, comment dirais-je, euh, marquer d'un fer rouge la société dans laquelle elle est. Donc, elle veut se battre. Alors, la problématique, c'est qu'on a encore le gouverneur comment dirais-je, de la maison 5, Mars, qui est en maison 11, qui est dans coloration bleue. On a beau avoir l'opposition Saturne-Uranus, c'est quelqu'un qui a énormément de mal à s'affirmer encore. Hein. On a le maître de la maison 5, le maître karmique, le gouverneur karmique de la maison 5 qui est le Soleil, et qui est en superposition bleue, on a Mars qui est en maison bleue. Donc tout ce qui touche à l'affirmation de soi, eh bien c'est un peu difficile. Et donc le Soleil justement gouverne la maison 9, c'est quelqu'un qui a des grandes idées, des grandes valeurs, mais elle a énormément de mal à les faire valoir. Alors on a la maison 6 qui est en superposition Gémeaux, quand, alors, taureau Gémeaux, avec la Lune. Alors, les gens qui ont cette Lune-là dans le taureau Gémeaux, ce sont quelque part des gens qui sont des verbomoteurs et qui ont énormément de facilité à s'exprimer, à dire ce qu'ils pensent et à transmettre des messages, grosso modo. Souvent, on les retrouve dans des lieux où il faut énormément parler. Hein, sont à leur place. Donc en plus, les 2 mètres de la maison, non, les 2 mètres de la maison 2 sont ici, donc c'est une personne qui est très solide. Au niveau de la maison 7, qui est à 29 degrés 32 du Gémeaux, ben là, on a affaire à quelqu'un donc, qui a une certaine curiosité, qui veut partager. Là encore, Mercure est en maison 12, c'est quelqu'un qui a du mal peut-être à trouver l'homme de sa vie parce que la superposition bleue, ça veut dire qu'on a du mal des fois à trouver la bonne personne avec la lune noire qui est là. Mais on sent que c'est une priorité pour elle, cette affaire-là. Au niveau de la maison 8, on a affaire à quelqu'un qui a cette grande sensibilité. J'ai certainement pas assez, comment dirais-je,
parler de la relation entre le Gémeaux et le cancer. Le Gémeaux, c'est l'intellectualisation et le cancer, c'est la, 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 la perception par le cœur. Et donc, cette femme-là a une très grande sensibilité au niveau émotionnel en relation avec le cœur. Donc, ça lui permet quelque part de filtrer un peu, là encore, toutes ces relations humaines. Au niveau de la Maison Neuve en Lyon, c'est une personne normalement qui détient la connaissance, qui doit être capable de s'imposer. Son soleil est en Maison Neuve, en Sagittaire. Et donc, on sent qu'on a affaire à une personne qui est très élevée au niveau spirituel, philosophique, métaphysique, mais qui a énormément de mal à imposer ses valeurs. Et on voit, alors c'est intéressant au niveau de la maison 10, qu'on a affaire à quelqu'un. Attends, t'es parti vite. Juste une question, Jean-Paul, par rapport à la Maison Neuf. OK, pour les gens qui regardent ça, là, toi, tu nous parles que c'est vraiment le centre qui est le plus important. Oui, c'est-à-dire le point équidistant entre les deux triangles. Donc, ce que j'ai Comment expliqué au tu... début, Oui, ce que j'ai expliqué au début, c'est qu'il se retrouve à 29 et 32 comme l'ascendant dans toutes les maisons. C'est que oui. la maison 9 ici est en Lion sidéral. Parce que comment on le voit démarqué, parce qu'on voit vraiment une ligne, là, c'est comme si ton œuf, c'est comme si on voit que ton centre est carrément entre le lion puis la Vierge. Ben, pour moi, 29 degrés Lion, ça reste dans le Lion. Ah, c'est pour ça. Fait qu'on peut D'accord. pas Mais voir. alors, une petite OK. parenthèse à ce sujet-là, quand j'ai affaire à quelqu'un qui a un degré très proche comme ça de bascule entre deux signes, je m'engage obligatoirement à faire une rectification de l'heure de naissance pour, avec des événements, trouver, d'être sûr de l'heure de naissance. Mais là, dans une mini-consultation comme ça, dans notre petit jeu sur le cours, sur le troisième OK, je cours, comprends. je ne peux pas m'amuser à ça. Mais on OK, va faire c'est comme bon. si on était effectivement à la Maison Neuve en Lyon. Donc, on a affaire à une personne qui détient un savoir et qui est sur Terre pour le transmettre. Mais toutes les frustrations qu'elle peut vivre du fait d'avoir Mars dans une superposition bleue, d'avoir le Soleil en une superposition bleue, Mercure, Vénus en maison bleue, c'est difficile pour elle. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau de la maison 10, en Vierge Balance, c'est une personne qui doit passer par l'écriture. Et donc, c'est quelqu'un qui doit devenir une experte dans ses valeurs. Et donc, c'est par l'écriture qu'elle devrait arriver en mettant, comme j'ai expliqué l'autre fois, l'avocat qui vient avec ses dossiers, ben là, il faut qu'elle livre la marchandise par les dossiers, par l'écriture, en apportant la preuve par A plus B de toutes les valeurs qu'elle détient et pour se faire connaître. Et c'est à partir du moment où elle aura écrit qu'au niveau de la maison 11, elle va développer des alliances stratégiques de toutes les personnes qui ont vécu des abus. Alors, les personnes abusées au niveau de la superposition balance-scorpion, c'est les enfants, les personnes âgées, les femmes battues, les immigrés, les machins, etc. Toutes les personnes qui sont en situation un petit peu de soumission dans la relation avec les autres. Et donc, elle va attirer, après, dès que ça sera manifesté par l'écriture, elle va attirer à elle énormément de gens et c'est sa mission d'attirer les gens qui sont frustrés. Et après, au niveau de la maison 12, c'est là qu'elle devra, comment dirais-je, dénoncer ce que j'appellerais d'une façon générale les prédateurs. Les prédateurs, c'est toutes les gens qui ont un pouvoir abusif sur les autres. Voilà ce que j'avais à dire pour cette personne. Super. Tu voulais que je parle un petit peu du prochain cours. Ouais. En fait, la, la, toute la science astrologique est basée, donc ça date de Jésus-Christ et après, là, est basée, si tu veux, sur des capacités de calcul euh, très faibles des astrologues. C'est-à-dire qu'autrefois, les astrologues travaillaient à la mitaine, à regarder, machin, etc. Mais donc, ils ont, au niveau de ce qu'on appelle les aspects, c'est-à-dire les relations angulaires entre les planètes, ils s'en sont limités à en faire le moins possible. Parce que c'est vrai qu'il y a des calculs qui sont extrêmement complexes. Et donc, ils ont divisé les aspects en deux familles, les majeurs et les mineurs. Grosso modo, dans les aspects mineurs, ils ont mis tous les aspects qu'ils ne voulaient pas calculer. Et OK. donc, en l'appelant mineur, avec le temps, avec le conditionnement
eh bien, ils ont fini par imaginer que ces aspects n'avaient pas de valeur. Sauf que avec le double zodiaque, j'ai été obligé de m'intéresser d'une façon extrêmement précise et sérieuse aux aspects mineurs parce que c'est impossible de ne pas les utiliser dans le double zodiaque. Le double zodiaque, tu ne peux pas travailler sans les aspects mineurs. Donc, ça fait plus de 30 ans que je travaille avec des aspects mineurs. J'ai appris à les gérer, à les comprendre parce que j'ai lu beaucoup de livres là-dessus. Et donc, j'ai découvert avec le temps, avec 30 années d'expérience, qui sont les aspects mineurs sont aussi importants que n'importe quoi d'autre dans la carte du ciel. C'est comme si dans un ordinateur, on disait oh, ben, ou dans un appareil électronique, oh, ben, les condensateurs, ça ne sert à rien, donc je ne les utilise pas. Mais non, toutes les pièces du puzzle sont utiles. Hein. Et donc, c'est ça qu'on va voir dans le prochain cours, où le cours va être entièrement consacré aux aspects. Super. Parfait. Parfait, parfait. Ben, merci beaucoup, Jean-Paul. J'espère que vous avez aimé ça, que vous allez partager. Oh, attends, j'ai un message de Josette. Merci beaucoup, c'est exact. Merci, Jean-Paul. Cela me rassure. Bon, voilà. Alors, elle t'enverra des commentaires par écrit que tu mettras Oui, après, tu si rajouteras tu... comme la dernière fois. Ah, attends, elle écrit niveau spiritualité, je suis très engagée dans mon quotidien. Je dois me battre en tant que présidente du CS avec le laxisme de certains membres. Intéressant, hein? Ouais, Alors, oui, je vais lui demander si elle peut nous donner quelque chose de encore plus détaillé, mais c'est déjà, ça confirme ce que tu disais tantôt. cool. Cool. Alors, merci beaucoup et on vous revoit la prochaine.